Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un thème que je n'ai pas encore abordé sur Horus, c'est celui de l'ufologie. Ce sujet est passionnant, car aujourd'hui, moi je pense que la question n'est plus de savoir si le phénomène OVNI est réel ou non, ou encore si les extraterrestres existent, mais la question aujourd'hui c'est de savoir qui sont-ils, d'où viennent-ils, que veulent-ils, et comment se déplacent-ils. Et pour parler de tout ça, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Egon Kregel. Salut Egon, comment vas-tu? Hello, hello à tous. Je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Bah écoute, je pense que tous les auditeurs de Rousse vont très bien et moi ça va nickel. Je Je les, suis je les entends répondre en chœur qu'ils vont bien. voilà. Moi je C'est suis bientôt super. le printemps, les beaux jours vont revenir, donc voilà. Voilà, c'est ça, les jours rallongent, Les, ça les fait du cœurs bien. sont en fête. Ça fait du bien, ouais. Exactement. Moi je suis super content de te retrouver sur ma chaîne Horus, Egon. Pour la petite histoire, on s'était rencontrés il y a 7 ans. C'était en 2015. C'était les rencontres du mystère et de l'inexpliqué organisées par Bob. Et Pardon, puis par BTLV, ouais. par BTLV, et je me rappelle sortir d'une conférence et je t'avais aperçu dans un petit coin à l'extérieur, tu étais en train de bouquiner un top secret. Et Ouais. c'était, je crois, le numéro 79, je crois qu'il parlait des... Enfin, il y avait un dossier avec des, Ouais, des ça belles parlait photos. de devenir aperçu au-dessus de l'océan Arctique, en fait. C'est ça. Voilà, C'est exactement ça, avec des photos, pour le coup, très nettes. Voilà. absolument, Parce que très souvent, on absolument. a des photos d'ovnis assez floues, c'est des lumières, on n'arrive pas trop à percevoir l'objet vraiment, et là, c'était des images très nettes. Et d'ailleurs, je crois que tu as écrit d'ailleurs dans le numéro suivant, le top secret, Absolument. top Dans le secret, numéro 80, c'est ça. le numéro qui suivait, j'avais réalisé le dossier sur les OANI, hein, les objets aquatiques non identifiés. J'avais fait, je me souviens, un gros dossier de 13 pages, voilà, qui essayait un petit peu d'introduire le sujet qui est fort dense, c'est fort protéiforme, mais voilà, c'était une première approche du Oui, oui, phénomène oui. C'est vrai OANI. qu'on parle souvent des ovnis, mais on parle pas assez aussi des objets aquatiques non Oui, identifiés. c'est dommage parce que ils occupent une grande place, hein, de la chronique ufologique. Il y a beaucoup, depuis toujours, d'observations, d'objets à la fois dans le ciel, mais aussi d'objets au-dessus de la mer qui plongent, qui s'immergent et qui en ressortent, voilà, dans des jolis bouillonnements de flots. Et ce sont des cas fascinants, absolument fascinants. Oui, et comme tu le dis, c'est très ancien. Il me semble me rappeler il y avait eu un témoignage comme ça. C'était Christophe Colomb, je crois, hein, Oui, qui avait absolument. Disons, une des premières observations supposées d'OVNI, parce que là, la chronique date, hein, donc c'est toujours ouais, difficile d'être précis, mais il y aurait dans le journal de bord de Christophe Colomb, peu de temps avant qu'il aborde les côtes du Nouveau Monde, il aurait aperçu des lumières, en fait, visiblement sortant de l'eau et montant dans le ciel. Alors bon, comme à l'époque, on était très religieux et très superstitieux comme ça, pour Colomb et l'équipe, visiblement, ça a été une sorte de présage qui leur annonçait qu'en fait, ils allaient découvrir quelque chose, découvrir une terre. Enfin, là, je me permets de faire une parenthèse. Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. On ne découvre oui, pas une terre qui est déjà peuplée, hein. c'est ça. Mais, euh, mais bon, pour ces aventuriers de la mer, voilà, c'était sans doute le présage qu'ils arrivaient à destination. Et d'ailleurs, Colomb pensait arriver aux Indes, tu sais. C'est Mhm, pour ça que mhm. pendant très très longtemps, l'Amérique portait le nom des Nouvelles Indes. Voilà. Oui, voilà. Et C'est on a pour ça qu'on baptisé les appelait les natifs, Indiens aussi, voilà, exactement, les autochtones, on les a appelés natifs, les Indiens. Mhm, les Indiens, qu'aujourd'hui on appelle plutôt Amérindiens pour faire un peu la différence. exactement. C'est une sombre histoire. Ouais. Mais en tout cas, il aurait aperçu ça. Il aurait eu visiblement quelques problèmes parce que il aurait comparé ces lumières à un menorah. Mhm. euh, voilà, c'était très mal vu parce que c'était une période où il y avait une montée de l'antisémitisme extrêmement forte. Et il valait mieux éviter ce genre de sujet. Visiblement, il aurait eu quelques soucis à cause de ça. Mhm, mhm. Mais bon, c'est une des premières
observation supposée. Ceci dit, ça remonte à 1492, donc de l'eau a coulé sous les ponts Et sous les ovnis aussi. et ovnis, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étonnant de retrouver dans le journal de Colomb l'observation de lumière sortant un peu de l'eau et, et palpitant dans le ciel. Comme quoi, ce phénomène n'est pas nouveau, hein. Ou non, c'est Oh, un phénomène extrêmement ancien. c'est ça. Et je On, pense on qu'il a parle de lui depuis il a très peut-être longtemps. toujours existé d'ailleurs. Voilà. Oui, parce que si on se penche justement sur les grimoires anciens, justement sur toute la chronique, hein, on nous parle, même la chronique romaine par exemple, on nous parle de boucliers ardents, de boucliers de Oui, feu oui, qui passent oui, dans le ciel, on nous parle de lances, on nous parle enfin, de tas de phénomènes étonnants. Et je pense que notre ciel a toujours été le théâtre d'apparitions lumineuses, non expliquées et toujours non explicables. c'est ça. Tu fais souvent aussi des chroniques, hein, toujours chez Bob, que moi je suis avec assiduité, parce Oui, que je plus que trouve, jamais, oui. parce que je trouve que toujours, tu évoques toujours des cas qui sont passionnants. En plus, tu as une manière d'expliquer, de raconter ces cas qui nous tient en haleine, on va dire. Ah ben, Voilà. c'est gentil, mais c'est-à-dire que les histoires sont tellement incroyables et tellement fascinantes que on peut pas les rater. On peut pas. Mm. Moi, c'est vrai que si tu veux, c'est jubilatoire de s'immerger dans ces histoires parce que les histoires te portent vraiment. Mm. Et on a l'habitude de dire que de toute façon la réalité est plus incroyable que la fiction, et c'est vrai. Et c'est C'est vrai. absolument. Mm. Oui, oui. C'est vrai que la réalité a dépassé la fiction. Tu es aussi l'auteur de 2 livres. Le premier que tu as écrit, je crois qui a été publié en 2010 chez le Cherche Midi, c'est OVNI, enquête sur un secret d'État. Absolument, que j'ai coécrit avec Yves Coupry, Mhm. et ça c'est le premier. Et Et tu viens de sortir un deuxième livre, oui, absolument. publié par BTLV justement, hein, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Il est là, Voilà. c'est mon bébé celui-là, ouais. 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. J'ai eu envie comme ça de me replonger. Alors c'est suite, effectivement, suite à ce qui s'est passé en juin dernier, lorsque l'ONI, le Pentagone, ont décidé de publier un rapport préliminaire de 9 pages qui, pour la première fois, reconnaissait la réalité du phénomène. C'est-à-dire, ça a été un peu un tsunami aux États-Unis, hein, ça a commencé aux États-Unis. C'est vrai que si on replonge dans le contexte, on sait qu'il y a eu une étude longuement menée aux États-Unis, dite officielle, qui porte le nom de projet Blue Book, Mhm. connu aujourd'hui parce qu'il y a une série qui a été inspirée par tout ça. Mhm. Et cette étude s'est terminée en 1969 et c'était du genre, la conclusion était quand même plutôt rêche. On nous disait, bon, bah, de toute façon, le sujet n'est pas intéressant, beaucoup de méprises, la plupart du temps ce sont des méprises, les gens confondent avec des ballons sondes, des vols d'oiseaux, etc. Donc voilà, ça ne présente visiblement aucun danger, aucune menace pour la sécurité nationale et le sujet n'est pas intéressant. Mhm. Donc, puis 69, c'était on va dire, la réponse officielle lorsque on demandait un peu de précision concernant les ovnis. Et puis, en 2017, le New York Times a balancé un pavé dans la mare en disant, mais en fait, tout ça n'est pas très vrai parce que depuis plusieurs années, le Pentagone mène des recherches sur les ovnis, hein, en sous-main, de façon clandestine. Et ils ont d'ailleurs rendu public 3 vidéos, hein, Oui, réalisées par la Navy qui ont été virales et qui sont toujours virales sur le net. le fameux tic-tac, c'est ça? Le fameux tic-tac, qui est incroyable, mais il y a encore pire que ça, hein, Mhm. mais le fameux tic-tac qui est absolument génial. Et donc, dans mon premier livre, j'avais ma conclusion, c'était que croire ou non au phénomène ne change rien à la réalité, hein. Croire ou non aux ovnis ne change rien à la réalité du phénomène.
Et ça m'a fait, enfin, ça m'a évidemment fait plaisir lorsque le rapport préliminaire du Pentagone a déclaré formellement, officiellement, de façon sentencieuse, que effectivement le phénomène était réel. Voilà. Et suite à ça, j'ai eu envie, moi, de, de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire de remonter un peu le temps, parce que je crois que on ne peut aussi voir de façon claire, poser un regard un peu objectif, un tant soit peu objectif, sur ce phénomène, si on s'arme d'une matière première ancienne. C'est-à-dire qu'il faut, remonter à la source, il faut voilà, jeter un œil panoramique sur ce qui s'est passé avant pour bien cerner, ce dont on parle aujourd'hui. Alors, comme l'indique le titre de ton livre, hein, Un secret d'État, pourquoi un tel secret, Egon, selon toi? Enfin, moi, je me suis déjà fait cette réflexion. J'avais entendu différentes hypothèses pour expliquer pourquoi les gouvernements de tous les États de la planète dissimulent cette information sur les ovnis. Alors, il y en a certains qui expliquent que bon, on serait visité par plusieurs races. Et que dans ces races, il y en aurait quelques-unes qui seraient assez hostiles. Et donc, les gouvernements préféreraient tout cacher pour éviter d'affoler tout le monde. Il y en a d'autres qui expliquaient aussi que les gouvernements nous cachent la vérité sur le phénomène OVNI, parce que en fait, si c'était dévoilé publiquement, ça permettrait de prendre contact réellement avec ces visiteurs, et puis qui pourraient nous apporter une technologie, leur technologie, qui pourrait nous libérer de notre dépendance énergétique liée au pétrole, etc., à tout ce qui est en train de bousiller la planète actuellement. Et peut-être qu'ils ne le souhaitent pas non plus. Troisième hypothèse aussi, en fait, il y aurait bien contact avec les ovnis, mais les militaires garderaient un petit peu, se réserveraient cette technologie pour eux, pour ne pas la divulguer au public, parce qu'on sait tout de suite, malheureusement, hein, malheureusement, je pense que dès que des nouvelles technologies sont découvertes, c'est tout de suite les groupes militaires qui s'emparent de ces technologies pour faire avant tout des armes. Et voilà. Et après, on donne les miettes au public, on va dire. Et puis, moi, je me suis peut-être fait aussi cette réflexion. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, ils savent vraiment ce que sont ces entités? Mais pourquoi pas que l'origine de ces entités serait inavouable? Parce que moi, j'aime bien imaginer, penser qu'en fait, je pense que certaines entités viennent d'une autre dimension. Mmh. Justement, tu vas essayer de développer un cas qui, selon moi, va dans ce sens. Donc, Alors qu'est-ce que tu penses par rapport à ce suis très fameux... Oui, moi je suis excuse-moi. très prudent, c'est-à-dire que, nous sommes, là nous parlons d'hypothèses, et Oui, tout à fait. toutes les hypothèses sont bienvenues, et restons dans l'ouvert. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune preuve formelle de quoi que ce soit. Heu, Par contre, je pense, de façon plus précise, que si les armées autour de la planète, dans un premier temps, ont mené une campagne à la fois de désinformation et de dissimulation, de décrédibilisation du phénomène, et qu'ils ont joué les débunkers, comme on dit en anglais, Mhm. c'est déjà pour une toute première raison, à mon avis, qui est beaucoup plus pragmatique, mais qui est extrêmement sensible. C'est-à-dire que un jour, en parlant avec un personnage haut gradé dans l'armée, il m'a fait cette réflexion qui, pour moi, a fait sens. Il m'a dit, vous savez, les plus gros budgets, hein, financiers de la planète sont alloués à l'armée pour assurer la sécurité des citoyens. Et si demain, simplement déjà, on leur disait que nous sommes face à un phénomène qui est invasif, qui est impréhensible et contre lequel nous ne pouvons rien, qui semble avoir une technologie extrêmement avancée par rapport à nous, et nos appareils dont nous sommes très fiers semblent préhistoriques, c'est toute l'architecture d'une société qui s'effondre. C'est-à-dire que, à quoi sert l'armée?
si elle ne peut pas nous défendre. Et ça peut créer aussi de grands mouvements de panique, c'est-à-dire que peut-être qu'une partie de la population se sentirait abandonnée, non protégée, et à la merci de la moindre invasion céleste. Je crois qu'il y a beaucoup ça. Et puis, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en compte, ça remet, Ça remet tout en question, hein, maltraite un les peu religions, nos et religions, cetera. que j'allais dire, ça maltraite un peu nos religions, etc. Alors après, tout ce que toi-même évoquais, c'est fort possible. Je n'ai aucune précision là-dessus, c'est-à-dire que aucun, aucun gradé, aucun personnage important du ministère de la Défense s'est assis et m'a dit, vous savez, voilà, on est en contact avec des entités, elles sont hostiles, ça je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais j'écoute, j'entends et je garde ça au chaud parce que je pense que rester dans l'ouvert est la chose la plus importante pour tenter de cerner un phénomène qui est difficilement cernable. Voilà. Oui, puis comme tu le disais, hein, ça Alors, il pourrait y a une créer autre une panique hypothèse. aussi. Oui. Il y a une autre hypothèse qui est l'hypothèse interdimensionnelle. Peut-être que la physique quantique tend à nous amener vers une nouvelle conception de notre monde, c'est-à-dire qu'on ne vivrait pas dans un univers, mais dans un multivers, selon certains physiciens quantiques. Et peut-être que des formes de vie, des entités, des énergies, appelons ça comme on peut, peuvent passer D'une d'une dimension à une autre. dimension à l'autre, puisque ces 11 dimensions qu'on appelle des brânes seraient collées les unes aux autres comme un peu, si tu veux, un pain que tu découperais et que Voilà. chaque tranche de pain serait voilà, une dimension. Avec des membranes étanches, mais pourquoi pas, ils auraient trouvé un moyen de passer ces membranes, Absolument. et puis voilà. Alors, Bah, voilà. moi, c'est vrai qu'au niveau technologie, bon, évidemment, ils ont une technologie qui est, je dirais peut-être des milliers, si ce n'est des millions d'années d'avance sur nous, mais j'ai toujours eu ce problème, moi, c'est par rapport tel qu'on conçoit l'univers. Hein, nous, le Soleil le plus proche, je crois qu'il est à 14 000 années-lumière. Donc ça veut dire que même si on trouvait le moyen de voyager à la vitesse de la lumière, on mettrait quand même 14 000 ans pour aller sur ce Soleil. Et donc j'ai toujours eu du mal à imaginer des extraterrestres venir de galaxies lointaines, ou alors vraiment ils ont une technologie où voilà, les fameux trous de verre, etc. Là, la distance n'est plus un problème. Mais j'ai toujours eu du mal avec ce déplacement des extraterrestres dans l'univers, parce qu'en plus, moi qui me suis intéressé depuis, comme toi, hein, depuis pas mal d'années, et que j'écoute certains témoignages, il y a des fois, je me dis, on est dans Star Wars, quoi, parce on n'est pas que face à des petits gris, quoi. Il y a des grands bruns, il y a des vénusiens, il y a des petits poilus, il y a de tout, il y a de tout. Ah oui, si on en croit la chronique ufologique, on a un bestiaire magnifique. C'est ça. Comme je dis, on est dans Star Wars. Hein, Absolument. Mais je crois que, enfin, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux voyages intersidéraux, je pense qu'il faut qu'on reste humble aussi tout le temps, parce que effectivement, si tu veux, le premier précepte philosophique que j'invoque tout le temps concernant ce phénomène OVNI, c'est la première question, si tu veux, d'un apprenti philosophe voilà, qui s'aventure dans cette vaste discipline qu'est la philosophie. Et la première question qu'on lui pose, c'est vraiment pour qu'on sache le faire réfléchir, c'est est-ce que nos sens sont capables de nous faire découvrir et d'être conscients de ce qui nous entoure, du réel qui nous entoure. Alors c'est vrai que à partir de là, on se rend compte que tout ce qui nous entoure, en fait, on ne le perçoit qu'à travers soi-même. Hein, on peut pas sortir de soi, on peut pas se mettre à la place d'autres entités, même d'autres vies terriennes. On peut pas se mettre à la place d'une fourmi, on peut pas se mettre à la place d'un ours, on peut se mettre à la place d'un chien. Et pourtant, un chien a une vision du monde qui visiblement est totalement différente de la nôtre, puisque lui, il réagit de manière olfactive.
Lui, il doit y avoir des pistes d'odeurs partout que nous, on ne perçoit pas, etc. Selon la taille, une fourmi, elle est au ras du sol. Ce qu'elle voit, c'est vraiment un monde de surface. Nous voyons différemment. Et un aigle royal le voit encore différemment. Donc, par rapport à des vies extraterrestres qui seraient tellement différentes de nous, je crois qu'il est extrêmement difficile de Oui, oui, mais se rendre compte. Tu prenais l'exemple de la fourmi, c'est sûr que si on se met à la place d'une fourmi, et puis une fourmi qui voit peut-être des humains, pour elle déjà c'est incompréhensible, c'est gigantesque, et puis il suffit qu'elle soit à côté d'un océan, elle imagine même pas ce qu'il y a derrière, et même si elle savait qu'il y avait un autre continent, elle saurait pas comment y aller. Alors que La l'humain, lui, fourmi, en 2 secondes 7, il prend l'avion, paf. Donc voilà, la fourmi, la fourmi l'analogie entre nous et les ovnis, bah, c'est la fourmi avec nous, quoi, peut-être. Oui, la fourmi est un parfait exemple parce que une fourmi face à une motte de terre, pour elle, c'est l'Everest. Mhm. Hein. Pour nous, c'est rien. Et puis, imaginons une fourmi qui se promène sur le Don Quichotte de Cervantes, qui traîne sur la table du jardin. Il y a une fourmi qui se promène sur ce bel ouvrage de Cervantes ou sur le Moby Dick de Melville. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle sait de l'écriture? Qu'est-ce qu'elle sait de l'imprimerie? Qu'est-ce qu'elle sait de l'histoire formelle? Qu'est-ce qu'elle sait du génie humain de ces grands auteurs qui ont créé des fables fantastiques? Donc, on est peut-être face au phénomène ovni un peu comme la fourmi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas capés pour saisir certaines choses. Mhm. Très difficile, Ouais, c'est ouais. très, Et très difficile. c'est aussi ce petit manque d'humilité que certaines personnes ont justement pour, lorsqu'on discute avec elles de ce phénomène, de dire mais c'est n'importe quoi, c'est complètement, c'est ce phénomène, c'est de l'invention, c'est de la fumisterie, mais peut-être que voilà, ils ont pas envie de rentrer dans ce truc-là, parce que c'est trop grand, c'est trop, ça ouvre trop de questions, c'est. Oui, c'est trop particulier, c'est Mmh. trop, et puis c'est trop étranger. On a beaucoup de mal avec tout ce qui est étranger. Hein. Oui. On le voit hélas, lorsqu'on se penche sur notre histoire humaine, l'étranger n'est jamais bienvenu. Mmh. Je fais aussi une analogie avec notre biologie, c'est-à-dire je dis tout le temps, lorsqu'on s'enfonce une écharde, c'est très douloureux, le corps lui-même réagit et rejette, rejette l'élément étranger. Et je pense que c'est très, très humain. Voilà. Mmh. Lorsqu'on est face à un sujet, un phénomène qu'on n'arrive pas du tout à cerner, qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à le comprendre non plus, je pense qu'une grande partie de la population humaine, de la gente humaine, rejette. Il y a un déni parce que c'est trop compliqué, parce que ça remet trop de choses en compte et parce que peut-être c'est aussi anxiogène quelque part. Oui, ouais, c'est surtout ça, c'est un phénomène anxiogène, on va dire, c'est ça. Euh, On va reprendre, tu sais, on va reprendre par rapport par rapport à l'hypothèse interdimensionnelle, c'est-à-dire se mhm. dire que peut-être justement il y a une des caractéristiques des ovnis qui pourrait tendre vers ça, puisqu'ils peuvent apparaître et disparaître en une seconde. Donc, Oui, c'est ça, où filerait-il, hein? c'est ça. Il y a eu beaucoup de cas où les témoins ont vu cet objet apparaître devant eux, hein, Absolument. et disparaître, comme ça, en un claquement de doigts. Donc, apparition, disparition, voilà, c'est pour ça que moi je pense que oui, il y a certains phénomènes qui peuvent s'expliquer si ces entités en fait jouent avec notre dimension, viennent Absolument. interférer dans notre dimension et ensuite repartent. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de cas. Moi, je me suis arrêté. Tu me demandais de te présenter un cas, Mhm, et je me suis arrêté sur une vague très, très, très étonnante et fascinante, qui est la vague des ovnis de la vallée de l'Hudson. mhm, C'est-à-dire qu'entre 1982 et 1995 à peu près, il y a 7000 citoyens américains qui ont déclaré avoir aperçu un étrange vaisseau dans le ciel de l'État de New York. Et ça a été enquêté hein, par trois personnages prestigieux, par le docteur Alan Hynek, hein, qui est le père de l'ufologie scientifique, par
par Philippe Imbrogno et par Bob Pratt, qui a écrit d'ailleurs un livre très étonnant qui s'appelle Danger OVNI, sur toutes les rencontres un peu dures, un peu brûlantes et un peu terribles avec ces objets volants bizarres. Ce qu'on sait sur la vallée de l'Hudson, c'est que donc c'est une vallée qui est située au nord de New York. Hein. Elle s'étend sur 250 km de la pointe de Manhattan jusqu'à Albany, qui est la capitale de l'État. Elle est surtout connue parce que ses paysages sont absolument magnifiques et elle propose beaucoup d'activités comme le kayak, la randonnée, l'escalade, la baignade et même le ski en hiver. Et elle suit en fait le fleuve Hudson. C'est pour ça que on appelait ça la vague de la vallée de l'Hudson. Voilà, alors la plupart des gens à l'époque ont vu des objets gigantesques en forme de V ou de boomerang, immenses, plus grands qu'un stade de football. Et certaines personnes ont comparé cet objet à une ville volante, et d'autres, comme cet objet obstruait le ciel, ont cru que le soleil se couchait tant il était grand. C'est-à-dire, pour vous donner là une idée de la dimension hein, de ces objets. Ouais, ça couvrait complètement le ciel, quoi. Ça couvrait complètement le ciel. On ne pouvait plus voir ni en l'air, ni à droite, ni à gauche. C'est-à-dire que vraiment le ciel était quelque chose de gigantesque, quoi. Totalement couvert. Alors, ces objets étaient équipés le long du fuselage de lumière multicolore, rouge, verte, ambrée, et dans les angles, souvent, il y avait des gros phares très, très éclairants. C'était des masses sombres, métalliques, travaillées de structures complexes, hein, avec des trappes, des poutres, etc. Et ces objets étaient, ça c'était assez étonnant, étaient très attirés par les lacs, les étangs, par toutes les pièces d'eau en fait. Hein. On les voyait beaucoup là-dessus. Ils étaient capables de rester stationnaires longtemps et d'apparaître et de disparaître. Alors certains s'éloignaient à une vitesse vertigineuse, mais les témoins disent que souvent ils disparaissaient. Voilà. Et le plus étonnant de cette histoire, on va d'étonnement en étonnement, c'est que ces objets semblaient interagir télépathiquement avec les témoins. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, on a pas mal de cas de témoins qui sortaient, par exemple, dans leur jardin un joli soir d'été, de printemps ou d'été, et qui apercevaient cet objet assez loin. Un témoin, par exemple, disait « Je l'ai vu très loin, au-dessus de la route, et j'étais très jaloux parce que je me disais, il y a des gens qui passent, des camions qui passent, et qui le voient de près, et moi, je ne le vois pas de près. Vraiment, c'est injuste. » Et en une seconde, même pas en une seconde, même pas un clin d'œil, un battement de paupières, l'objet était au-dessus du témoin. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé à un témoin aussi qui était au volant de sa voiture, qui a vu, qui roulait sur le highway et qui a aperçu beaucoup de véhicules en fait garés sur le côté avec des gens qui étaient sortis et qui regardaient le ciel. Et il a aperçu, comme toutes ces personnes, cet objet assez loin, mais qui semblait déjà incroyable. Et il a eu cette réflexion, pareil, en se disant, mais j'adorerais le voir de près. Enfin, et en quelques secondes, comme je disais, en un battement de cils, en un battement de paupières, l'objet était au-dessus de la voiture. Et ce qui a totalement terrifié le témoin, qui s'est mis à hurler, à prier. Et comme si l'objet ressentait sa terreur, l'objet est reparti en un battement de paupières et a regagné sa place initiale assez loin. Donc, c'est très difficile à expliquer. Oui, parce que comment pouvait-il percevoir l'idée, enfin les pensées de ces personnes Oui, c'est pour ça que je dis, voilà, ça semble interagir avec avec la conscience humaine. les témoins. Mm, mm. Alors, moi, je vais vous parler d'une observation que j'aime beaucoup, qui est l'observation de Miss O'Driscoll, alors, qui a eu lieu le 26 février 1983, donc 26 février 1983, à Kent, qui est une ville dans l'État de New York et dans le comté de Putnam. Alors, Miss O'Driscoll est âgée de 38 ans. Elle s'appelle Monique. Hein, elle est employée à la clinique psychiatrique de la ville de Brewster.
Elle habite dans une petite ville qui s'appelle Lake Carmel. Et ce soir-là, elle est accompagnée de sa fille qui a 17 ans. Elle rentre au volant de sa voiture, elle est allée visiter sa maman. Et voilà, elle roule tranquillement avec sa fille en écoutant la radio locale. Et d'un seul coup, la radio à bord se brouille et se met à émettre des grésillements. Et voilà ce que Monique Driscoll raconte. Elle dit, voilà, ma mère vit à Kent, près de la route 52, et après avoir dîné chez elle, nous sommes rentrés, ma fille et moi, et nous avons pris la route vers 20h30. Soudain, ma fille m'a dit, maman, regarde, il y a des étranges lumières sur la colline. Moi, j'ai répondu, oh, bah, il doit y avoir une fête là-haut, et ils ont l'air de bien s'amuser. Ces lumières flashaient comme un stroboscope, mais plus intensément que celles d'une discothèque. Et puis, soudain, ces lumières ont commencé à se déplacer. Et ma fille m'a dit, maman, il n'y a pas de maison là-haut, hein? Cette colline est déserte. Donc c'était très étrange. Imaginons donc ces deux femmes au volant qui pensent qu'il y a une fête sur la colline et d'un seul coup, ces maisons qu'elles pensent illuminer se déplacent dans le ciel. Alors, ces deux femmes vont découvrir en fait qu'il s'agit d'un objet gigantesque hein, qui progresse dans le ciel avec lenteur. Alors, elles vont s'engager sur White Pound, qui est une route un peu carrossable, et l'objet va se positionner devant leur voiture. Monique Driscoll va dire que ces lumières étaient intenses et impossibles à décrire, elles étaient rouges, bleues et dorées. Monique va alors quitter le véhicule, en n'écoutant que son courage. Hein, elle va se retrouver directement sous l'engin. Pendant que sa fille, terrifiée, se met à hurler « Maman, reviens, ils vont t'enlever !» La fille panique. Mais Monique n'entend rien, elle est comme hypnotisée. Elle dira ça, j'étais comme fascinée dans un autre monde, quoi. Elle dira l'objet était très bas, 4 mètres au-dessus des poteaux télégraphiques. Et au bout de 3 ou 4 minutes, il a commencé à s'éloigner. Et moi, j'ai pensé, oh non, 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 ne t'en va pas, je veux encore t'observer. Et là, ça peut paraître fou, mais je suis sûre, dit-elle, que l'objet m'a entendu. Au moment où j'ai pensé cela, il s'est arrêté, il a fait un tour complet et il est revenu vers moi. Il avait la forme d'un boomerang et ses lumières clignotaient selon une séquence bien définie, comme, vous voyez, comme sur un ordinateur. L'objet flottait dans l'air, énorme. Ma fille tentait d'établir un contact sur la radio CB de la voiture, mais impossible à cause des interférences statiques, et l'engin était totalement silencieux. Si un monstre de cette taille avait été équipé d'un moteur, bien des fenêtres auraient tremblé et auraient été même pulvérisées. Moi, je pouvais parfaitement voir sa partie inférieure. Elle était bien solide. Il y avait là tout un mécanisme, des entrecroisements, des éléments tubulaires et longs qui saillaient, et le tout était recouvert d'une lourde grille métallique. J'étais si proche que si j'avais lancé une balle, je l'aurais touché. Il était grand comme un stade de football, bien plus grand que la maison de ma mère, entre une soixantaine et une centaine de mètres d'une extrémité à l'autre. Je l'ai suivi un court instant, et puis là, c'est à n'y rien comprendre. Il a disparu aussi rapidement que ça. Alors là, on imagine hein, l'état de Monique. Monique a regagné son véhicule et les deux femmes, hein, très courageuses, n'ont pas renoncé à leur quête. Elles se sont mises à chercher partout cet étrange boomerang et d'un seul coup, le boomerang est réapparu sur Farmers Mill Road, qui est aussi notre route carrossable. Et là, Monique conclut cette observation en disant « Je suis à nouveau descendu de ma voiture, je l'ai regardé, on le voyait, et soudain, il n'était plus là. » Voilà. Voilà ce témoignage que j'adore et je trouve que c'est assez significatif justement de cette caractéristique de ces objets fous qui parfois peuvent apparaître et disparaître en une seconde. Mmh. Donc soit ils ont vraiment une technologie extrêmement avancée avec un système d'invisibilité, C'est fort possible. on peut imaginer ça aussi. Mmh. Ou Ils alors comme maîtrisent peut-être le spectre justement, ne serait-ce que le spectre UV. On sait aujourd'hui qu'il y a des techniques militaires au point, hein, nous avons des techniques pour justement modifier, parce qu'on ne perçoit qu'une partie infime du spectre des ultraviolets, oui. et il suffit justement de passer, comme disent les Américains, du red shift, qui
que toute la partie ultraviolet rouge au blue shift, qui est le décalage ultraviolet bleu, et on ne voit plus rien. Voilà. Donc, peut-être que ces objets, je dis bien peut-être, ont la maîtrise voilà, de ce basculement ultraviolet, ou peut-être qu'ils passent d'une dimension à l'autre aussi, comme nous, on passe d'une rue à l'autre ou d'une maison à l'autre. Oui, et c'est vrai que d'un point de vue militaire, ça doit quand même les faire frémir de penser par rapport à ces technologies qu'en fait, c'est parce que bon, je pense qu'il y a des entités à l'intérieur de ces vaisseaux, donc ils sont capables s'ils ont une technique d'invisibilité, comme on expliquait, d'aller là où bon leur semble et d'observer ce qui se passe et sans que personne ne puisse les voir. Alors, si je peux me permettre, là aussi c'est très personnel, hein, mais après avoir discuté avec des militaires comme ça, j'ai plus l'impression qu'ils sont fascinés par la haute technologie et les caractéristiques de ces objets que par de potentielles entités. Ça m'a toujours frappé, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis fasciné, je reste fasciné si ce phénomène vient d'outre-espace et piloté par des ufonautes, je serais fasciné par une rencontre. C'est avant tout ce qui m'intéresserait, c'est-à-dire avoir une conversation possible. D'où vous venez, comment est votre planète, avez-vous des religions, êtes-vous mortel, voilà, discuter de tout ça. Et quand je discute avec, quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec certains militaires qui sont extrêmement intéressés par le sujet, ce qui les fascinait vraiment tout le temps, au-delà du reste, c'était la haute technologie et la maîtrise de ces objets. C'est-à-dire que, et c'est bien humain quelque part, c'est toujours la vision égocentrée, je dirais, c'est-à-dire pouvoir récupérer à tout prix cette technologie. Voilà. Oui. J'ai l'impression vraiment, je reste humble là-dessus, mais j'ai toujours eu l'impression que la rencontre les intéressait moins. Voilà. Ça serait plus ce qui les intéresse, ça serait de posséder cette Comment technologie. voilà, Comment la comment récupérer récupérer et voilà. bah bon, et ce qui est tout à fait normal, puisque je dirais que n'importe quel gouvernement de la planète, s'il arrivait à mettre la main sur ce type de technologie et de pouvoir la développer et s'en servir, il deviendrait entre guillemets les maîtres du monde, puisque toutes les autres nations, comme tu disais tout à l'heure, hein, avec même le dernier Rafale, c'est comme si on se retrouve sur une mobilette face à une Ferrari, quoi. Exactement, oui, exactement. Voilà. Un Un tricycle. tricycle même. Oui, un tricycle, je dirais. Donc voilà, et je fais une petite parenthèse philosophique très simple, c'est que de toute façon, quel que soit le sujet qu'on aborde, on ne parle que de soi. Oui. Mmh. Donc, c'est pas étonnant que des responsables militaires, voilà. S'intéresse plus au côté technologie. On parle de soi, c'est très difficile de se mettre à la place. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que je pense qu'il n'y a que l'autre, lorsqu'il est différent, qui puisse nous enrichir. Ça, j'en suis certain. C'est-à-dire que si l'autre nous ressemble, c'est un effet miroir. Alors, ça peut être satisfaisant narcissiquement, mais ça n'enrichit pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut que l'autre soit très différent pour nous faire avancer, pour nous faire grandir et voilà, et enrichir notre regard et notre expérience humaine. C'est ce qui explique, selon moi, le fait que nous soyons tous différents sur cette planète, parce que pour moi, cette planète, c'est un laboratoire émotionnel. Et donc, si on était tous pareils, on pensait tous de la même façon, on s'embêterait, quoi. On n'aurait pas grand-chose à apprendre. Absolument. Voilà. Mais c'est pour ça que nous sommes aussi des animaux sociaux et que nous avons besoin de vivre En en meute. groupe, parce que, comme tu dis, la singularité de l'autre nous permet d'exister, nous permet de nous structurer. Hein, vraiment, c'est très important. Il y a le rêve de l'île déserte, mais lorsque, au XVIIIe et XIXe siècle, on retrouvait quelquefois des naufragés seuls sur une île déserte, la plupart du temps, ils avaient perdu la raison.
Oui. C'est-à-dire que visiblement, vivre seul très longtemps nous fait dévisser du bocal, comme on dit. Voilà. C'est ça. Si je peux me Pour, permettre ouais. l'expression. Pour en revenir au cas que tu expliquais avec cette mère et sa fille, euh, rappelle-moi le nom de la maman. Elle s'appelle Monique O'Driscoll. Voilà. Monique O'Driscoll. Lorsqu'elle est sortie de son véhicule et s'est retrouvée sous l'appareil, il n'y a pas eu de conséquences après cette histoire par rapport Non, non, visiblement, elle a eu de la chance parce que ce n'est pas le cas de toutes les Ah oui, observations d'OVNI, mais c'est pour ça que je voulais il préciser semblerait, ce cas. semblerait que concernant le phénomène de la vallée de l'Hudson, il y a eu plusieurs personnes qui ont marché sous cet immense boomerang ou Delta, cette plateforme volante. Et je n'ai pas eu connaissance de dommages collatéraux, alors il y a d'autres cas, mais pas pendant la vallée de l'Hudson où des gens ont vraiment souffert. Oui. Mm. Ce qui confirme le fait que en fait, nous soyons visités, on va dire, par différentes races, puisqu'on retrouve des vaisseaux complètement différents. Certains n'ont aucun impact sur leur environnement, d'autres, il y a énormément de témoins qui ont eu des rencontres rapprochées, et puis derrière ça, des brûlures, Donc, ils ont payé cher. Hein. des Ils ont payé cher. symptômes de Bah, radiation, même des personnes qui en sont mortes. Hein. dans Donc, le livre, parmi les 12 dossiers, il y a le cas de Betty Cash et Vicky Landrum que j'ai repris et que j'ai fouillé de façon exhaustive et qui est terrible, qui est oui, absolument terrible. Ces deux femmes qui, un soir de Noël, au Texas, on voulait aller jouer au bingo dans une ville proche et puis tout était fermé parce que c'était les fêtes de la Nativité. Et elles sont tombées face à un vaisseau en forme de diamant, comme ça, qui barrait leur route en pleine forêt, dans la forêt d'Hoffman, qui est une forêt très sombre et très isolée, et elles l'ont payé très cher. C'est-à-dire que Vicky est sortie de la voiture, Betty s'est rapprochée, elle aussi, elle est sortie, elle s'est rapprochée de l'objet, et il y avait le petit Colby, qui avait 7 ans à l'époque, dans la voiture, et ils ont tous eu des séquelles absolument terribles, hein, absolument oui, terribles. oui. Oui, donc J'ai mis des voilà. photos, j'ai mis des photos dans le livre qui font frémir, quoi. C'est un cas aussi absolument fascinant et terrifiant. Donc Mais ils ont bien, enfin ces différents vaisseaux ont donc différents moyens de propulsion, on va dire, moyens de déplacement, puisque absolument. mais les grandes caractéristiques qu'on retrouve dans la grande majorité des cas, c'est toujours ce silence. Mm. Et le fait que lorsque les personnes sont au volant de leur voiture, par exemple, il y a comme un effet sur le comment sur la voiture, hein. Souvent le moteur cale, plus Oui, d'électricité dans la. Ça, c'est oui. les cas Alors ça, c'est typiques. la rencontre typique du deuxième type. Hein. Mm, mm, mm. On peut refaire la rencontre du premier type, c'est apercevoir un ovni dans le ciel. La rencontre du deuxième type, c'est apercevoir ou poser. Hein. Le premier type, ça peut être dans le ciel ou posé, mais Mhm. deuxième type, c'est apercevoir un objet, un ovni dans le ciel opposé, mais avec une interaction sur l'environnement, c'est-à-dire que soit le témoin ressent une espèce de picotement ou l'objet va laisser des traces, hein, affaissement du sol, brûlure, ou justement un effet électromagnétique. On sait Mhm. que ça perturbe l'éclairage des voitures, ça peut éteindre les moteurs, comme les télévisions, comme les postes de télé. Il y a Oui. eu des ovnis survolant des maisons et d'un seul coup, la télé est brouillée. Mais on l'a vu avec Monique O'Driscoll. Elle dit au début qu'elles écoutaient tranquillement la radio et d'un seul coup, il y a eu des grésillements à la Voilà, c'est radio. ça. L'émission C'était. a été perturbée. Ça, c'est le deuxième type. Et le troisième type, bon, très célèbre, c'est Spielberg en a fait un film, on aperçoit un ovni et des Et ufonautes, c'est ça. et des créatures, des entités. Voilà. Et est-ce que les abductions sont compris dans le quatrième type? Oh oui, on a tendance à mettre voilà, dans le quatrième type, on se dit que c'est plutôt justement là quand il y a, on va dire, une interaction un peu musclée entre les ufonautes et le témoin. Voilà. C'est ça.
Ouais, ouais, c'est vraiment. Mais on retrouve, ouais, comme je le disais, souvent ces mêmes interactions, ces mêmes, comment dirais-je, perturbations de l'environnement. Il y a aussi, certains ont expliqué je crois qu'on appelle ça l'effet dose. En fait, on a l'impression que les témoins expliquent qu'il n'y a plus un son autour. Oui, absolument, absolument. Il suffit que les témoins se soient en pleine nature, d'un seul coup, plus aucun bruit, comme si plus de, enfin, tous les animaux se sont tus, on n'entend plus rien. On est comme s'ils étaient dans du coton, dans une Absolument, espèce de. c'est totalement récurrent, absolument. Mm, Ça arrive très souvent. J'étais tombé sur, par exemple, sur le témoignage d'un groupe britannique très connu qui s'appelle les Moody Blues, hein, et, et qui ont assisté au cours d'une tournée un soir en Écosse, ils étaient en Écosse, à une observation d'OVNI insensée. Et ce qui les a frappés, c'est ça, c'est d'un seul coup le silence. En une seconde, tout était silencieux. Et les insectes de la nuit s'étaient tus. Ils avaient même l'impression que, que la vie, que le rythme de vie s'était ralenti autour d'eux. mhm, Comme s'ils rentraient justement dans une espèce de dimension très ouatée, très étrange. Comme si en fait le phénomène avait la possibilité justement peut-être de modifier à la fois le temps et l'espace. Et là, ça nous renvoie à ce qu'on évoquait au début, peut-être que le voyage intersidéral est possible lorsque on peut maîtriser justement le temps. le temps et l'espace, Mm, puisque comme l'expliquait notre bon Einstein, visiblement le tissu spatial peut être plié. Donc oui, ce serait peut-être une façon géniale de voyager. Qui sait, nous ne faisons que balbutier, hein, nous n'en sommes qu'au début. Voilà. c'est ça. Mm, mm. Est-ce que tu auras un autre cas croustillant à nous partager par rapport justement à ces apparitions d'ovnis et qui repartent en un claquement de doigts? Je pensais à celle justement de Monique Audrissol, mais il y en a énormément de cas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où vraiment des témoins disent que. Alors, ils savent pas trop parce que euh, est-ce que justement notre rétine ne peut percevoir, par exemple, une accélération immense. Un des cas, un des cas que j'adore, c'est aussi, alors pareil, parallèlement à la vague de la vallée d'Hudson, il y a la vague belge, hein, qu'on Oui, connaît. Hein, 1990. Mhm. entre 89 et 91, la Belgique est massivement survolée pareil, par des plateformes en forme de triangle qui ont trois phares à chaque angle et une espèce de boule aussi très, très étonnante, une espèce de boule orange au centre qui pulse et qui est capable de se détacher, qui rentre dans les lacs. D'ailleurs, ces objets, comme ceux de la vallée de l'Hudson, ce sont peut-être les mêmes d'ailleurs, hein, qui ont migré. Mhm. Ces plateformes adorent les points d'eau, les lacs, et une des premières observations qui est incroyable, où on a deux gendarmes qui observent méduser cette plateforme volante et qui voient ces boules rentrer dans le lac, rentrer dans l'eau, hein, cette boule orange quitte le triangle et rentre dans l'eau. Euh, et bon, il y a eu des milliers d'observations et on sait que le ministère de la Défense belge a pris l'affaire très en main, très au sérieux, et a envoyé un soir deux chasseurs F-16. Lorsque les chasseurs F-16 sont arrivés à proximité de ce ce grand triangle était visible, hein, il y avait des témoins au sol qui le voyaient, donc qui apercevaient ce triangle. Il y avait les radars de la base proche qui avaient la signature de cet objet. L'objet était absolument stationnaire. L'objet avait été repéré par trois sources vraiment distinctes. Mhm. Et c'est pour ça que Wilfried de Brouwer, qui était à l'époque donc le responsable du ministère de la Défense, avait envoyé des F-16 parce qu'il avait dit que il enverrait comme ça une opération de reconnaissance que lorsqu'on était sûr d'avoir voilà, plusieurs points
de témoignages, en tout cas solides et concrets. Et ce que raconte les pilotes, c'est que lorsqu'ils sont arrivés à proximité du triangle, il a disparu. Oui. Il a totalement disparu. Alors, c'est là aussi où justement, ce cas est très intéressant pour une chose, c'est-à-dire que l'œil humain a ses limites aussi, hein. Mais les F-16 étaient équipés, ils sont toujours d'ailleurs équipés d'un matériel de détection extrêmement sophistiqué, ce qui fait qu'ils ont ramené à la base une signature de l'objet. Et cette signature a été si folle, si incroyable, si inconcevable, que le ministère de la Défense belge a mis à peu près 6 mois avant d'organiser une conférence de presse où ils ont rendu de façon transparente, hein, les données qu'ils avaient recueillies. Et on s'est rendu compte que l'objet a démarré à une vitesse astronomique et selon un angle de 90 degrés, ce que nous sommes absolument incapables de faire. Oui, Donc, ce qui aussi semblait disparaître visiblement pour une rétine humaine a laissé une trace sur un matériel de détection sophistiqué d'un F-16. Donc voilà, c'est. Oui, donc il a pu avoir il a pu avoir une accélération fulgurante. Il a eu, Apparemment, c'est ce que les radars des F-16 ont enregistré en fait. Mais, absolument, une accélération absolument incroyable et visiblement, en tout cas, l'œil humain n'a pas été capable de suivre l'objet partir tellement c'était rapide, quoi. Voilà, d'en cerner toute la fulgurance, voilà. Oui, et c'est là que sacrée technologie, parce que nous, on s'imagine à bord d'un vaisseau qui accélère à je ne sais combien de milliers de kilomètres heure, oui. On serait de la bouillie, on serait réduit en bouillie au fond de notre siège, quoi. Absolument, et j'évoque justement cette vague belge dans le livre. Voilà, c'était la nuit où dansaient les F-16, c'était la nuit du 30 au 31 mars 1990, et c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que l'objet a décollé, et selon un angle de 90, c'est-à-dire que nous n'avons encore aucune technologie qui peut permettre de réaliser ce genre de prouesse. Aucune, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que par rapport à l'origine de ces entités qui se trouveraient à bord de ces vaisseaux, je dirais que c'est assez difficilement cernable, parce que comme tu le dis, il faut rester humble. Et est-ce que ça viendrait d'autres dimensions? Est-ce que s'ils maîtrisent le temps, ça peut être des voyageurs du temps aussi? Si ils peuvent très bien. Il y a une hypothèse, notre hypothèse qu'on n'a pas caressée, qu'on n'a pas évoquée, que ce sont peut-être aussi des voyageurs du futur. Oui. Oui, peut-être que nous-mêmes dans le futur, on aura peut-être que si on n'a pas fait exploser la planète d'ici là, peut-être que si à un moment on devient un peu plus sage et on commence à travailler sérieusement sur certaines technologies, peut-être que vu le progrès parfois, ça peut être exponentiel, peut-être que d'ici 500 ans ou 1000 ans, on aura peut-être la capacité de fabriquer des vaisseaux, des machines pouvant voyager dans le temps et revenir dans le passé pour justement, on va dire, visiter notre passé pour savoir comment certaines choses ont pu se dérouler, parce que on n'a peut-être pas, on n'aura peut-être pas tous les tenants et les aboutissants de certaines civilisations. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne souhaitent pas interagir avec nous. Parce que c'est toujours ce problème, si on voyage dans le temps et qu'on perturbe une certaine ligne directrice de ce passé, comme le film Retour vers le futur, où juste pour une histoire d'almanach, lorsqu'ils reviennent dans leur présent, le monde a été complètement chamboulé. Absolument, oui.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est toujours des apparitions furtives. Mais bon, il y a quand même des apparitions où il y a des entités qui vont voler une échalote dans le panier d'une vieille dame, ou je sais pas Ah si... oui, magnifique, magnifique. Voilà. C'était cette dame qui s'est fait voler ses oignons. Ouais, ou ces oignons, c'est ça. C'est une des histoires que je préfère. Cette pauvre dame qui était en train de ranger sa grange et qui est sortie, qui a entendu un drôle de bruit dans sa cour. Elle est sortie en tenant son tablier comme ça avec ses oignons parce qu'elle était en train de ranger ses oignons. Et elle est tombée sur une espèce de machine infernale qui était posée dans sa cour, et deux petites créatures qui se sont jetées sur elle et qui lui ont volé ses oignons, et qui sont rentrées à toute vitesse dans cet objet qui a redécollé. Elle est restée alitée longtemps, hein. Oui. J'avais le témoignage du curé du village, c'était génial, qui disait non, non, mais elle ne peut pas raconter de bêtises, c'est quelqu'un de très sérieux, elle est très pieuse, mais elle est restée alitée longtemps, c'est-à-dire qu'elle a eu une telle peur, la pauvre. Oui, donc Il y a, c'était... il y a Rosa Lotti aussi en Italie, qui est un cas génial. Rosa Lotti qui allait porter le matin, très pieuse aussi, une dame très pieuse, qui allait porter le matin un bouquet de glaïeuls sur l'autel de la Madone en Italie, et qui s'était fait toute belle. C'était une fermière comme ça qui avait peu la possibilité voilà, de sortir. Elle travaillait énormément jour après jour, et puis bon, là c'était une fête religieuse, donc il fallait absolument, voilà, honorer sa sainte patronne. Et en marchant dans les bois, comme ça, elle est tombée sur une espèce de petite fusée avec deux petits personnages qui ricanaient gentiment, qui avaient des espèces de casques en cuir sur les oreilles, qui se sont jetés sur elle et qui lui ont volé ses bas, parce que comme elle ne voulait pas se salir, elle avait enlevé ses bas. Parce qu'il avait plu récemment, donc le sol était boueux. Elle avait enlevé ses bas, elle s'était dit j'enlève mes bas et mes chaussures, puis je les remettrai juste avant de rentrer à l'église pour être bien propre. Et elle avait son bouquet de glaïeuls. Ils lui ont piqué un bas et un bouquet de glaïeuls qu'ils ont jeté dans la petite fusée, et ils sont partis en décollant. Et c'est pareil, ça l'a rendue malade. Il y a eu une enquête, donc la police italienne a débarqué. Il y avait effectivement des traces incroyables sur la terre boueuse. Et j'ai récupéré un témoignage de Rosa Lotti qui avait bien vécu, parce qu'elle était toute jeune quand c'est arrivé. Et à la télé italienne, elle avait 80 ans à l'époque, et elle réitérait son témoignage. Elle ne changeait pas une virgule de son témoignage, quoi. Elle était toujours, lorsqu'elle en parlait, elle le revivait avec une espèce d'effroi et de fascination, mais en se disant j'ai un bas et des glaïeuls qui sont quelque part ailleurs, je ne sais pas où ils sont. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ça, c'est un dossier que j'adore, c'est-à-dire je les ai appelés les voyous de l'espace, où effectivement des gens se sont fait piquer des tas de choses, des cigarettes, des piolets, des bidons de gasoil, des tas de choses. Des tas de choses, vraiment. C'est Aimé Michel qui disait on est face à un festival d'absurdité, c'est ça? Bah, un de nos cas les plus emblématiques, c'est celui de Maurice Mas à Valençol, le 1er juillet 65. Ils lui ont piqué sa lavande, hein, quand même. Ouais, dans son champ de lavande, ouais. Des cas où ils ont piqué des tomates, peut-être ils ont piqué des oignons, des tomates. Et, à mon avis, il doit y avoir des pizzaiolos de l'espace. Mais c'est génial, l'histoire est géniale. Moi, je suis absolument fasciné par ce dossier qui chaque jour me réserve des surprises incroyables. Il n'y a pas besoin de se perdre dans des récits de science-fiction, quoique la science-fiction, attention, hein, il y a des livres magnifiques, mais simplement en se penchant sur la chronique ufologique, on a notre content de fiction, mais voilà, à nul autre comparable, vraiment. Oui, et puis comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est vrai qu'on se retrouve face à des races complètement différentes. D'ailleurs, j'ai un tableau, je vous mettrai une image avec, en fonction de beaucoup de témoignages, toutes les races extraterrestres qu'on aura pu rencontrer sur notre planète. Il y a un ouvrage génial de Patrick Wigg qui recense tout ça avec des tas de schémas et des histoires insensées. Alors là, effectivement, on est face à une sorte de bestiaire époustouflant. Et là, effectivement, Aimé Michel avait bien raison. Aimé Michel qu'il faut redécouvrir parce
parce que c'était à la fois un philosophe, un penseur fulgurant, c'est quelqu'un d'essentiel. Et comme toujours, ces personnages de génie l'ont payé cher parce que dès l'instant où ils se sont intéressés au sujet, voilà, ils ont subi des dommages collatéraux qui sont inexcusables. Il faut redécouvrir Aimé Michel, qui disait justement que c'était un festival d'absurdité. À quel point il avait raison, à quel point il avait raison. Mais ceci dit, je me permets de poser un bémol là-dessus, c'est-à-dire que ce qui nous paraît à nous absurde aujourd'hui n'est que la limite de notre regard. Peut-être qu'il y a un ordre dans ce désordre que l'on ne peut pas percevoir encore, et peut-être qu'un jour on le percevra, mais en tout cas déjà le fait d'être émerveillé, moi en tout cas et réenchanté, c'est déjà un énorme privilège. Mmh. Ouais, moi quand on prend un peu de recul, on se dit, mais en fait, si ça se trouve, l'univers dans lequel voyage notre planète n'est pas du tout celui qu'on croit. Et peut-être qu'on a des voisins tout proches, tout autour de nous, qui viennent faire des escapades sur Terre de temps en temps. D'où toutes ces différences, toutes ces différentes races que l'on peut voir avec tous ces témoignages. C'est vraiment l'impression qu'ils viennent faire un safari, hop, ils viennent piquer des oignons, des tomates avant qu'ils repartent. Oui, des animaux, des lapins. En Ouais, Italie, ils ont piqué des lapins. Sous le nez du pauvre fermier qui a voulu tirer dessus, qui a sorti son fusil et le fusil s'est enrayé. C'est une histoire incroyable. Et le fusil était tellement lourd qu'il a été obligé de le lâcher. Le fusil est tombé. Ils lui ont piqué ses lapins. Mais voilà, chronique. oui, c'est comme ça. parce que là, on parle de cas, on va dire béni oui oui, tout s'est bien passé quelque part, mais il y a eu quand même des cas un petit peu plus agressifs. Je parle alors un des 12 autres dossiers que j'ai abordé de façon un peu exhaustive, c'est celui de Colares. Oui, Colares. En 1977, l'embouchure de l'Amazone, où là, il s'est passé des choses absolument incroyables. C'est un cas fascinant, là. C'est un cas extrêmement fascinant et extrêmement solide parce qu'on a commencé à apercevoir des objets qui survolaient la population de pêcheurs, une population très humble, qui a semé une panique absolue, ce qui fait que la FAB, la force aérienne brésilienne, s'est déplacée et a enquêté pendant plusieurs mois. Oui, parce que ce cas a duré des mois et des mois, hein, je crois. Hein. Oui, ça a duré très longtemps. Mais eux, ils sont restés plusieurs mois et ils ont réalisé 500 films, plus de 1000 photos, etc. Donc on a un témoignage incroyable de ça, où il y a des films où on voit les objets sortir de l'embouchure de l'Amazone, sortir de l'eau, etc. Alors, on a retenu ce cas pour une raison, c'est que ces objets lançaient des sortes de rayons, un rayon vert sur les témoins, sur ces pauvres pêcheurs, qui les engourdissait, qui les paralysait, et un rayon rouge qui semblait prélever du sang. C'est pour ça que les Brésiliens de l'époque ont appelé les objets chupa-chupa. Chupar, en espagnol et en brésilien, veut dire sucer. Donc, ils avaient l'impression que ça leur suçait le sang, ça leur suçait leur énergie. Il y a eu quelques décès. Mais en même temps, il faut aussi rester extrêmement humble face à ça et extrêmement prudent. Cette enquête a été menée à l'époque par un gradé qui s'appelait le colonel Hollanda et qui avait une théorie que je trouve très intéressante. Lui disait, pour lui, il disait, après tous ces mois passés, être confronté à ce phénomène, je ne pense pas qu'ils étaient offensifs. Lui, il part du principe que visiblement, c'était des êtres qui auraient voulu peut-être mettre au point une sorte de vaccin et donc prélever des échantillons sanguins. Mais dès l'instant où ils ont eu leur comptant d'échantillons, le phénomène n'a plus du tout été offensif. Le phénomène, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène se manifeste toujours, nord-est brésilien, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a toujours des apparitions.
absolument, mais il est, bon, c'est beaucoup réduit hein, au niveau de sa fréquence, mais il n'est plus du tout offensif depuis des années, il n'est plus du tout offensif. Donc, je pense que peut-être lorsqu'on est face à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand et peut-être plus puissant que nous sur certaines formes, évidemment, il peut être très dommageable pour les humains fragiles que nous sommes, il ne faut pas l'oublier, mais j'ai pas l'impression, je suis un peu d'accord avec Hollanda, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ce phénomène ait été volontairement hostile et offensif. Voilà. Il y avait une raison derrière ces espèces de prélèvements Alors, qu'il faisait. évidemment, hein, tout ça est personnel. Hein, Non, non, mais c'est une hypothèse. c'est mon point de vue après avoir fouillé la chronique brésilienne et voilà, et je l'ai bien fouillé. J'ai eu la chance aussi justement de correspondre avec un ufologue brésilien qui m'a envoyé des tas de documents là-dessus, ce qui fait que j'ai pu justement présenter un dossier dans le livre assez fouillé avec des belles illustrations. Voilà, parce que l'éditeur Max Milo m'a permis d'illustrer le livre. Ça, c'était vachement bien. Donc, le livre est illustré partout. Dès que j'ai pu mettre des illustrations, voilà, j'ai pu émailler et rythmer mes récits d'illustration parce que je trouve que ça permet la compréhension tout de suite. Quand un témoin vous décrit quelque chose, mais qu'il a pu réaliser un dessin, automatiquement, voilà, la synthèse est tout de suite faite. C'est ça. Et allez, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du phénomène des abductions? C'est un phénomène extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Je suis fasciné par les travaux de John Mack, par exemple. Oui. Il est fasciné. John Mack a fait un travail exceptionnel. Il faut vraiment lire. Il faut lire son livre Enquête sur l'enlèvement extraterrestre. J'en ai deux. Moi j'ai deux ouvrages. Oui, il a écrit deux ouvrages. Il y en a un qui est très facilement disponible, qui a été réédité en poche dans la collection J'ai lu. J'ai lu, c'est ça. Qui est absolument génial. Oui, bien sûr, les abductions sont un phénomène extrêmement intéressant. Là, protéiforme, c'est encore un festival d'absurdité. Des cas comme celui de Carlingdon, où il y en a tellement qui sont face auxquels on reste interdit et bouche bée. Mais on a notre cas français à Ravilliers, Ravilliers qui a déjà quelques années, mais c'est un cas absolument incroyable. Et en plus, je me rappelle plus le nom du témoin qui expliquait qu'en fait, il s'était retrouvé face à des entités. Il avait l'impression que c'était des petits robots. Et à un moment donné, il y a une autre entité qui est apparue. Et là, on était en plein dans Stargate avec une espèce de tête de faucon. Comme il dit, métallique, enfin, comme le film. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même, le jour où il a vu le film Stargate, il est resté scotché parce que ça lui a étrangement rappelé cette entité qui était dans le vaisseau à ce moment-là. Voilà. Absolument. Mais des abductions. Dans le livre encore, je parle d'un cas d'abduction absolument dément, qui est le cas d'un jeune policier américain qui s'appelle Herb Shermer. Et c'est drôle parce que c'est un cas aux États-Unis absolument emblématique, aussi emblématique que celui de Betty et Barney Hill en 1961. Et par contre, le cas de Herb Shermer n'a pas beaucoup imprimé en France, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un cas incroyable, emblématique. Aujourd'hui, il y a même une bière qui, des années après, on a même créé une bière voilà, à son souvenir. C'est un cas insensé, voilà, que j'ai traité aussi de façon un peu fouillée. Non, ce sont des cas fascinants. Ce sont des cas absolument fascinants. Ok. Bah écoute, moi Egon, je te remercie d'être venu sur Horus. C'était passionnant. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Vraiment. C'est comme quoi, c'est un sujet qui est vaste. On pourra en parler des jours et des jours. Et en plus, il y a toujours des nouveaux cas en plus. J'ai entendu parler d'un cas en Argentine qui s'est passé fin de l'année dernière, assez troublant, où une personne a disparu de chez elle. Ah, c'est le cas de Irma Rick. Irma, c'est ça, voilà. C'est génial. Ils ont retrouvé cette personne le lendemain à 60 km.
Et elle était nickel en plus. C'est une personne assez obèse, donc après enquête, ils se sont rendus compte qu'elle c'était impossible qu'elle ait fait 60 km à pied. En Surtout dans la plus, Pampa, que je connais bien. voilà, dans la Pampa, exactement. Et elle, ses derniers souvenirs, hein, sa télé a commencé à se brouiller, voilà. Et puis elle est sortie dehors, elle a été aveuglée par une lumière extrêmement puissante. Et voilà, elle s'est retrouvée le lendemain matin assise au bord de cette route, 60 km plus loin de chez elle. Absolument, c'est un cas génial. Voilà, Mais donc moi, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps en Argentine. Comme je dis, depuis mon cœur, j'ai un cœur de cordillère depuis toutes ces années passées là-bas. L'Argentine est mon pays de cœur, hein, je la porte autour du cou, tu vois, elle est là. Et je peux vous dire une chose, c'est que les cas argentins sont hallucinants. Et j'ai des cas dans la Pampa, justement, qui sont absolument incroyables. Comme si la Pampa, à certains moments, était un aimant, un ovni, vraiment, mais des cas absolument fous. Et l'Amérique du Sud, entre le Chili, l'Argentine, le Paraguay qui est un pays oublié des hommes et des dieux, est massivement survolé par ces phénomènes. Alors ne parlons pas de la Bolivie et du Pérou. Quand j'étais en Bolivie, je me souviens, j'ai un souvenir toujours incroyable, j'en parle souvent, c'est que je suis allé voir un soir, j'avais atterri à La Paz et après on est monté jusqu'au Titicaca, donc on monte de plus en plus en altitude. Il faut faire attention au stroche, qui est le mal de l'altitude. Alors il faut mâcher des feuilles de coca. Et j'avais été écouter des musiciens, des joueurs de quena, de flûte de pan, et c'était incroyable. Et après, j'avais discuté un petit peu avec eux, et moi, toujours monomaniaque sur le sujet, au bout d'un moment, je leur dis, mais vous avez jamais entendu parler d'histoire de lumière dans le ciel ici et tout? Puis ils m'ont regardé comme si je sortais de, je sais pas, d'un bunker après 200 ans de vie souterraine. Et ils m'ont dit, mais des lumières ici, on en a tout le temps. Et elles descendent du ciel, elles rentrent dans les eaux du lac, elles ressortent du lac. et toujours avec cette histoire d'eau. Je trouve que c'est très intéressant. C'était génial. Oui, l'Amérique du Sud est une terre absolument insensée concernant les ovnis, mais vraiment insensée. C'est peut-être un des lieux les plus fous en ce qui concerne les observations d'ovnis. Moi, je me souviens quand j'étais à Buenos Aires, régulièrement, je lisais donc le quotidien Clarín, et régulièrement, on vous parlait d'observation d'ovnis, mais avec une décontraction, un naturel Oui, incroyable. Ah pour eux, oui, bah, une chose normale. voilà, c'est ça. Ah, un énorme ovni a survolé Bariloche. Ah, un ovni a survolé Tucumán. Ah, à la Quiaca, on a vu un truc hallucinant. Ah, il s'est passé un truc dans la Pampa. Un jeune homme a été paralysé par un ovni. Enfin, c'était tout le temps, tout le temps. Voilà, incroyable et incroyable, comme disent les Argentins et les Sud-Américains. En tout cas, il y aurait quelque chose à fouiller du côté de l'Amérique du Sud, vraiment. Bon, bah écoute Egon, moi je te remercie encore chaleureusement d'avoir accepté mon invitation sur Horus. Qui sait, la porte est ouverte. Hein. Tu es le bienvenu pour nous évoquer d'autres cas tout aussi passionnants que ceux que tu nous as expliqués aujourd'hui. Avec plaisir. D'ailleurs, voilà, je suis en train de réaliser la suite de l'ouvrage. Dès que j'aurai quelques belles histoires croustillantes, je viendrai vous les apporter avec plaisir. Voilà. Ah bah c'est très gentil de ta part. Et les partager avec vous. Parce que il n'y a que ça d'intéressant, il n'y a que ça, voilà, c'est partagé. Exactement. On ne fait jamais ça pour soi. Exactement. Un grand merci Egon. Merci. Et à très bientôt tout le monde pour de prochaines aventures sur Horus. Ciao, ciao.